Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Aujourd'hui, dans Quand la musique est bonne, j'ai la chance de recevoir non pas un, mais deux invités, puisque j'ai à mes côtés le duo Elephants. Salut Maxime, salut Jonathan, comment ça va ? Salut, ça va très bien. Ouais, ça va super. Alors pour la petite histoire, c'est pas la première fois que je vous reçois en tout cas, parce qu'en 2018, vous étiez venu pour les 20 ans de l'usine à Istres et on avait pu vous recevoir pour parler de cette date. Et 5 ans après, vous répondez toujours présent. Alors déjà, merci beaucoup pour ça. On vous en prie. Merci pour l'invite. Alors j'ai un petit rituel pour commencer cette émission. Quel est le premier souvenir que vous ayez, alors pas forcément en commun, lié à la musique ? C'est très difficile. Moi, je pense que c'est un peu brumeux, mais ça doit être une cassette. Une cassette, je comprends que quand on le met dans une machine, ça fait du son et ça devait probablement être les Beatles. Mes parents écoutaient ça beaucoup quand j'étais petit et ça m'a filé le virus. Et moi, je crois que c'est un souvenir muet puisque c'est d'être un petit peu tombé amoureux d'une guitare. Ma mère, elle avait des vieilles guitares classiques. Mm-hmm. Parce que je crois qu'elle en faisait, ouais, elles étaient en piteux état. Et on avait une qui était claire et l'autre qui était plus foncée. Et la claire, elle semblait le plus bel objet au monde. Et du coup, j'ai fait du piano. Et du coup, vous avez été élevé dans la musique et si je me trompe pas, il y avait quand même beaucoup de musique des années 60 à la maison. Ouais, c'est l'âge des parents, ça. Hein. C'est une malédiction. C'était leur époque. Donc c'est vrai que avant qu'on ait un pouvoir d'achat et qu'on puisse acheter nos propres disques, c'était un petit peu condamné. Ouais, c'est vrai qu'on a fait très tôt de la musique. Nos parents font partie de ce type de personnes qui pensent que ça fait partie de l'éducation d'une progéniture. Donc c'est vrai qu'on a fait de la musique très tôt. On a fait du dessin. On avait un grand-père qui était sculpteur. Donc on a été très tôt proche de cette fibre. Et on faisait déjà de la musique ensemble avec les frangins. On est 4 frères dans la famille. Ok. Et on chantait et on faisait de la musique ensemble. Et qu'est-ce qui vous décide finalement en 2018 de former le duo ? En 2008. 2008, pardon. Tu veux nous rajeunir, c'est trop mignon. Non, en 2008, je crois que en fait, John, il avait déjà tragiquement basculé dans la musique. Il faisait déjà, et il avait déjà un groupe de hip-hop et puis il avait accumulé du matériel de MAO. Et puis un jour, on s'est retrouvés. Il m'a montré comment ça marchait. J'ai trouvé ça extrêmement simple. Parce qu'avant, moi, j'écrivais déjà des trucs quand ça me passait par la tête, mais c'était pas du tout, j'étais pas du tout assidu. Et je les écrivais sur des partitions. Donc je t'expliquais un peu d'où je venais. Ouais. Jean-Sébastien Bach découvre le sampling. La pop. Le mec se compare. Je viens de réaliser. Et donc, il m'a montré. Et puis, les vannes se sont ouvertes. On a écrit 6 ou 7 chansons en une soirée. Ouais. Et là, on s'est dit, ah oui, en fait, c'est possible. Il n'y a pas besoin d'avoir le destin tragique de Kurt Cobain pour écrire des chansons. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi le nom Elephants ? À l'époque, on voulait faire de la pop très très légère. Et je pense qu'à l'inverse de beaucoup d'artistes, lié aussi au fait que moi je m'étais beaucoup exposé dans le groupe d'avant, on avait envie de se planquer un peu, on avait envie d'avancer masqué. Ouais. Et du coup on a utilisé un peu le subterfuge de l'animal totem pour rester un peu planqué. Ce qu'on essaie de renverser aujourd'hui, puisqu'on se livre beaucoup plus, et le nom Elephants devient presque une oxymore par rapport à ce qu'on essaye de faire aujourd'hui.
Mais à l'époque, d'ailleurs, votre moyen pour partager votre musique, c'est MySpace, qui n'existe plus aujourd'hui, mais... Exactement. Super premier réseau social. Réseau social. En fait, c'était la première fois qu'on pouvait faire écouter ce qu'on faisait à des gens. Alors, MySpace, c'était pas que pour les musiciens, mais les musiciens s'en sont vite emparés parce que ça permettait un accès direct aux chansons. Avant, quand j'ai commencé la musique, j'envoyais mes CD gravés par la poste. C'était très long, fastidieux et cher. Et donc, ça a été une vraie révolution. Et on était de ceux dans la rue pendant cette révolution. C'est dur de travailler entre frères ou c'est plutôt votre force? Non, jusqu'à présent, enfin quand on écrivait en anglais, c'était vraiment très très simple. On faisait tout à quatre mains. D'abord le squelette des chansons, la mélodie, et puis ensuite le passage à l'écriture des paroles. Ouais. Ce dont on s'est aperçu en français, c'est que comme on est beaucoup plus pudique en français, pour éviter que l'un mette un veto sur quelque chose que l'autre sort de ses tripes, on a procédé de la manière suivante. Celui qui chante écrit les paroles de la chanson qu'il chante. Et donc sur cet album, il y a vraiment d'un côté les chansons que mon frère a écrit et de l'autre. Pardon, il me fait rire. Il trouve que j'ai une élocution de merde. Il a raison. Il y a les chansons que lui a écrit et les chansons que j'ai écrites. Et du coup, on a vraiment plus qu'avant une bichromie. Ouais, je vais mansplainer mon frère, mais en gros, on était beaucoup plus solidaires sur les paroles en anglais, puisque c'était des concepts probablement beaucoup plus généraux et plus juvéniles d'envie de changement, d'envie de se casser, mon Dieu, j'entends ma voix à la radio, c'est fou. ce genre de thème qu'on retrouve dans les premières chansons d'Elephants. Alors que là, on avait besoin de parler de nous, et quand on parle de nous, c'est beaucoup plus difficile de le faire à deux, quoi. Et votre premier album, en plus, il sort en 2013. Ça s'appelle Time for a Change, qui porte clairement bien son nom finalement, parce que il est porté par les singles Stereo et Time for a Change, qui est éponyme, qui ont été dans un film et dans des pubs. Est-ce que c'est une forme de reconnaissance pour cet album, pour votre travail, pour ce premier album? Comment est-ce qu'on vit d'avoir été choisi pour des films ou pour des pubs, parce que finalement les pubs, les musiques restent bien en tête quand même? Bon, je pense que on a vécu ça surtout comme deux petits enfants qui avaient des étoiles dans les yeux et qui mesuraient pas tout à fait qui mesuraient justement la chance qu'ils avaient de s'entendre à la radio et surtout les médias dont tu as parlé. Et on s'aperçoit juste maintenant que effectivement les morceaux sont restés bien en tête et les gens en concert les chantent par cœur. Et cet album d'ailleurs, il vous a amené jusqu'aux Victoires de la musique en 2014 dans la catégorie meilleur album électro de l'année. Premier album, sélection aux Victoires, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plaisir aux parents. Les victoires sont une mécanique un petit peu obscure. Ouais. C'est-à-dire que ce sont les professionnels qui votent. Oui. Et les professionnels en général votent pour leurs artistes. Donc il y a une règle de base, c'est que plus on est dans une maison de disques qui compte d'employés, et plus on va avoir de votes. En fait. Voilà, je dénonce. Donc non, ça fait très plaisir parce que dans l'imaginaire collectif, on a l'impression qu'on a la reconnaissance de nos pairs, et c'est vrai. Et ça aide en vrai pour la tournée. On a eu plein de dates à la suite de ça, et c'est vrai qu'on en était très fiers. Mais
En général, avec Maxime, on s'arrête ni au synchrophile, ni aux récompenses, ni au... En fait, on avance, quoi. Ouais. On fait notre truc. Du coup, tu parles d'avancer. Comment est-ce qu'on aborde un second album après un premier qui a quand même été très remarqué ? Oui, c'est vrai qu'on était fébriles parce que on nous parlait autour de nous de la difficulté à faire un deuxième album. Et c'est vrai qu'on a peut-être eu la difficulté pour y mettre un point final. On a beaucoup cherché de sonorités. Et puis, on l'a sorti. On a eu encore la chance d'avoir au moins 2 ou 3 morceaux qui ont vachement auprès des gens, qui les ont mis dans leur playlist. Enfin, ils se sont vraiment accaparé ce deuxième album, qui a eu moins de retentissement peut-être en presse, mais désormais ce qui compte pour nous c'est ça, c'est le streaming, c'est les gens qui se déplacent en concert, et voilà. Tu dis ça, mais quand même. Alors, l'album dont on parle, c'est le titre, il s'appelle Elephants, donc il est éponyme de votre nom de groupe. Mais quand même, le titre Maryland a, si je me trompe pas, 25 millions d'écoutes. Et c'est vrai ce titre-là, quand on parle de vous, on parle souvent de ce titre-là quand même. La version anglaise, ouais, à 5 millions, quelque chose comme ça. Ouais, c'est le Time for a Change de cet album-là. C'est vrai que souvent dans un disque, il y a 1 ou 2 morceaux très très forts qui font durer le disque, et Maryland, c'était le morceau de ce disque-là, pas forcément le morceau qu'on avait prévu. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Les morceaux Bullet, Maryland et The Catcher in the Rye, qui sont les plus connus de cet album-là, sont pas du tout ceux auxquels on aurait pensé tout de suite, et c'est le public qui l'a choisi. C'est ça qui est plutôt chouette. C'est ce qu'on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que finalement aussi vos objectifs, c'est de faire plaisir aux gens. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on a la chance d'avoir un public assez large, assez étendu géographiquement, et aussi assez fidèle. Et du coup, on se permet de ne réfléchir qu'à ça, et de pas penser les choses de manière trop stratégique. D'ailleurs, on s'excuse à chaque fois de mettre trop de temps à faire les albums, parce comme disait Maxime, on a du mal à mettre des points finaux. Donc ça, c'est notre plus grand mea culpa vis-à-vis du public. Mais sinon, on a une bonne relation, je crois. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute le titre Maryland, mais la version française, et on se retrouve juste après. Ça marche. Split the ocean, grab my hand. I want Maryland. Oh, you bridge the distance, baby. Pas d'urgence, mais j'atterris pas. Et plus j'y pense, plus je plane, ne suis plus moi. Viens me chercher, je suis pas normale. Quand on aime, on ne compte pas les heures d'escale. Pas de panique, si ça décolle. C'est un classique, n'attendons pas l'automne. Toi tu hésites, je me passionne. Pour ton cœur qui gravite et qui tâtonne. C'est fou comme les heures, ça fait mal au bonheur. Je me refuse à regagner ma terre. Split the ocean, grab my hand. I want Maryland. Back into your arms, at your place. Split the ocean, grab my hand. I want Maryland.
Let the ocean grab my hand. I won't Maryland back into your arms. At your place, let the ocean grab my hand. I won't Maryland. Oh, you bridge the distance, baby. Let the ocean grab my hand. I want Maryland back into your arms. At your place, let the ocean grab my hand. I want Maryland. Oh, you bridge the distance, baby. C'était le titre Maryland du duo Elephant Maxime Jonathan. Vous êtes avec moi pour cette émission Quand la musique est bonne. On a écouté la version française qui est en duo avec Eugénie. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette collaboration ? Pourquoi est-ce que vous avez senti que sur ce titre, il y avait besoin d'une touche française ou féminine ? Comment est-ce que vous... Est-ce que c'était En fait, plus on a français, plus féminine ? On a un peu des deux. On a toujours disséminé un petit peu de français dans nos albums. Il y a un morceau sur le premier et 2 morceaux sur le second. Et sur ce morceau, on avait envie de challenger parce que c'est vraiment un morceau dans la plus pure tradition de la pop et de la pop anglaise. Et on avait envie d'offrir à ce morceau, je sais pas, une sorte de version alternative, voir si on réussirait à en faire quelque chose en français. On a rencontré Eugénie lors d'un concert où on partageait la scène. Je crois que C'était à Tourcoing au Grand Mix. Ah ouais, au Grand Mix. Bah, on a fait un Grand Mix du coup avec Eugénie. On lui a proposé de chanter sur le morceau. Elle nous a envoyé une note vocale à l'iPhone où elle tentait des paroles dessus. Et en fait, elle a une voix tellement cool que ça fonctionnait. Elle est venue en studio avec nous, on l'a enregistré, on a fait des reshoots pour le clip et on a sorti cette version-là en single. Bah, cette version marche très bien. Et puis en plus, ça apporte quelque chose, le français aussi sur vos musiques. Bah ouais, en fait, je crois que c'est depuis Maryland avec Eugénie qu'on s'est dit que ça a germé en nous et qu'on s'est dit que chanter en français sur des morceaux d'éléphants ne serait pas une totale trahison à notre sens musical, quoi. Oui, c'est en plus c'est en 2019-2020 que ces années-là marquent un peu un tournant parce que c'est à ce moment-là où vous vous dites on va faire du français. Ouais. C'est un tournant. C'est concomitant avec le Covid, mais ça n'a pas grand chose à voir. Je pense qu'on était John et moi à une période de notre vie où on avait quand même noirci nos carnets de bord et on avait envie de plus avancer masqué avec l'anglais. L'anglais c'était une sorte de filtre et on avait envie de laisser tomber le voile de pudeur et de gueuler non pas des slogans comme Time for a Change, mais enfin ce qu'on avait dans les tripes et dans la langue maternelle, donc que ça soit que l'impact soit plus direct. On me dit souvent que écrire en anglais c'est vraiment plus facile qu'en français parce que les sonorités sont plus jolies. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça puisque vous avez écrit dans les deux langues ? Ouais, l'anglais est plus chantant que le français. C'est donc plus facile et puis tout simplement le répertoire de la pop anglaise a tellement infusé en chacun de nous que ça sonne moins bizarre a priori que le français. Après
Ce qu'on aime bien, nous, c'est quand les interprètes français réconcilient justement la langue française avec la pop anglaise. Et ça, c'est assez difficile à faire et c'est ce qu'on s'est employé à faire sur ce troisième album. On a souvent composé nos mélodies en chantant une sorte de gloopy boulga, de yaourt dans des sonorités qui viennent principalement en anglais avec des voilà, des ou et des choses comme ça. Ouais. Et c'est vrai que l'anglais, on peut étirer ses syllabes en fait plus facilement. On peut faire durer un you sur 4 mesures, comme dans la chanson de Whitney Houston. Ouais. En français, c'est pas vraiment instinctif. En tout cas, on a l'impression que ça va pas marcher. Et quand on arrive à le faire marcher, on en est, je trouve, encore plus content. Enfin, Maxime et moi, depuis qu'on chante en français, j'ai l'impression qu'on est devenu un petit peu addict et trouver des chouettes phrases, des chouettes formules et des mots qu'on peut étirer comme ça en français, c'est encore plus satisfaisant. C'est finalement avec le single 120 BPM que vous faites votre retour en français, qui annonce le troisième album qui est disponible. Mais en tout cas, ça a été le premier extrait de cet album-là. C'est compliqué de choisir l'extrait qui va justement en plus illustrer un album qui va être qu'en français. Non, c'est pas très compliqué. Ça demande juste une petite réunion brainstorming avec mon frère, moi et notre équipe réduite à juste peut-être une ou deux personnes. Et puis assez vite, on tombe d'accord. Enfin, parce que effectivement, t'as raison. Il vaut mieux pas se tromper, de bélier, enfin d'étendard pour annoncer un album. Ça nous était arrivé sur le deuxième et bon, finalement, ça nous a pas trop porté préjudice, mais tu vois, sur ce troisième album, on a commencé avec 120 BPM et puis là, on poursuit, on égrène un peu les singles au fur et à mesure. Il y en a un autre qui viendra d'ailleurs en décembre. Ouais, parce qu'il y a 120 BPM, c'est le premier extrait, d'ailleurs d'un diptyque avec Mexico, où on retrouve la chanteuse Clou. Juste avant de parler de Clou, je voulais savoir d'où venait cette idée de diptyque, parce que je sais que toi, Jonathan, tu travailles l'image, que en tout cas l'image, c'était pas inconnu. C'est vrai, j'ai bon, c'est tout à fait anecdotique, mais j'ai commencé la photo il y a quelques années et je me suis aussi versé à la réalisation de clips pour d'autres artistes et deux clips pour passer le temps pour Elephants. Et c'est vrai que j'avais proposé de le réaliser et j'avais dans l'idée de lier en fait ces deux histoires parce que Mexico et 120 BPM c'est finalement ces deux personnes face à leur crush, face à leur moitié et qui se retrouvent un petit peu seuls en fait. L'un parce qu'il n'arrive pas à danser et que l'autre va danser toute seule et l'autre pour Mexico parce que c'est un crush qu'on ne regarde que de loin parce que d'approcher c'est trop compliqué. Et on a convenu que c'était une chouette idée de faire ça en diptyque. Ça permet en plus de garder une esthétique forte sur les deux et de faire un clin d'œil parce qu'on aime beaucoup la narration avec Maxime, on aime beaucoup raconter des trucs dans nos clips. On n'est pas très amateurs des clips concept. Oui. Donc voilà tout ça. Et on a choisi de bosser sur ces diptyques avec un réal qui s'appelle Samson Baraki. On a jugé que comme j'avais quand même beaucoup de choses à faire dans ces clips, chanter et jouer la comédie, c'était pas plus mal que je fasse que ça. Et parlez-moi un peu de Clou. Comment ce duo s'est fait sur le titre Mexico? On l'a rencontré Clou fortuitement et on a tout de suite sympathisé. C'est vraiment une personne hyper agréable et hyper drôle.
Et à vrai dire, on voulait une voix féminine pour rendre la chanson encore plus universelle. C'est une chanson qui parle du désir. Et on a fait peut-être une ou deux prises et ça suffisait parce que bon, c'est souvent le cas avec les personnes talentueuses. Il faut pas s'acharner trop longtemps. Et votre album Rien de personnel est sorti le 20 octobre. Et pour cet album, il nous semble que vous avez travaillé autrement et aux côtés d'autres personnes. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de changer un petit peu votre manière de travailler? Parce qu'avant, vous travailliez surtout tous les deux. Ouais, je sais pas si c'est le contexte 2020 de repli sur soi, ou alors nous qui tout simplement, au bout de 10 ans de carrière, et de certaines années de vie, avions envie de s'ouvrir, mais on ne pouvait pas refaire un album comme on avait fait les précédents, tout seul avec une petite équipe, un ingé son et un réal, enfermés dans un studio. On avait envie de sortir, de voir du pays, de rencontrer d'autres artistes, de confronter aussi parfois nos façons d'écrire avec d'autres artistes, puisque par exemple, Ce que dit la rumeur, c'est un morceau qu'on a écrit avec deux autres artistes rencontrés à Berlin. Oui. Donc on s'est un petit peu, on a des instincts un petit peu solitaires avec Maxime, surtout quand on travaille en famille. On se rend compte que ça peut isoler un peu, c'est un peu nous contre le reste du monde, et c'est justement ce qu'on avait envie de casser sur cet album. Et cet album, donc je le rappelle, il s'appelle Rien de personnel, et c'est un titre d'album qui est à l'opposé finalement de ce qu'on va découvrir lors de l'écoute. Si je prends par exemple le titre, ce que tu viens d'évoquer, Ce que dit la rumeur, dans le clip, on est invité dans votre cuisine. Oui, le titre de l'album Rien de personnel est évidemment ironique. On s'y dévoile sous plein d'aspects, nos regrets, nos aspirations, nos tristesses, nos peines parfois dans la rupture ou dans d'autres circonstances. Là, ce que dit la rumeur, effectivement, on a mis en scène la solitude et le fait que dans cette solitude, le silence joue contre nous et on sombre parfois un peu dans la folie et on invente cette rumeur qui nous fait du mal. Et est-ce que, pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté votre album, est-ce que vous auriez un titre à recommander? Vous pouvez en recommander un chacun, évidemment. C'est un peu compliqué parce que il y en a plein qu'on aime, il y en a plein avec lesquels on a des sortes d'histoires très intimes, mais qui seraient pas forcément la meilleure porte d'entrée pour l'album. Moi, je recommanderais Cinéma. Parce que le thème de la solitude qui est très présent dans cette chanson est un thème fort de l'album. Il est aussi musicalement, il est dans le type d'arrangement qui a donné le là en fait à tout l'album. C'est une des premières chansons qu'on a enregistrées. Et puis il y a un featuring quand même assez unique sur cette chanson-là. Toi, Max? Si on veut comprendre la genèse d'Elephants, on peut écouter Doigts croisés. Mais sinon, moi, le titre par exemple, que j'adore jouer en concert, c'est L'histoire à l'envers. Donc ça, c'est l'histoire à l'envers. On part d'une sensation que, au bout d'un moment, on s'aperçoit que notre couple bat complètement de l'aile et pourtant, on se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, ça fonctionnait parfaitement. Donc, on se demande ce qui a pu dysfonctionner. Et justement, tu t'évoques la scène, Maxime. Comment est-ce que vous appréhendez la scène? Parce que vous en faites depuis quelques années déjà. Je pense que c'est toujours pas mal de boulot pour nous de préparer un concert, de préparer un show, parce que on a des tendances timides. Mais c'est vrai qu'on a fait quand même aujourd'hui beaucoup de tournées, beaucoup de concerts dans des lieux
des plus grands ou plus petits. Donc, je pense que c'est une timidité qu'on a vaincue au fur et à mesure. Je crois que la première année d'Elephants, les concerts nous rendaient vraiment très fébriles et le stress surmontait tout, malgré l'accueil de nos chansons qui était toujours plutôt chouette. Aujourd'hui, on travaille de manière beaucoup plus organisée. On aborde beaucoup mieux le travail de restituer l'album sur le concert, et je pense que ça va mieux. On s'est beaucoup amélioré là-dessus. Mais pour cette tournée, on est avec Edith, une batteuse. Mhm. On est tous les trois sur scène, donc dans une formule assez power trio, et on donne à cet album des allures quasiment parfois très chanson française et parfois limite punk. Et tu disais que sur cet album, on avait ouvert nos portes, on collabore vachement, et c'est pareil, on a décidé de collaborer aussi sur la direction artistique du live, et ça fait que de notre côté, on prend beaucoup plus de plaisir à jouer ensemble. Ouais. Il y a moins de contrôle de votre part. Ouais, exactement. On est un peu plus rodé, donc on se lâche beaucoup plus. Est-ce que y a une scène qui vous a marqué plus qu'une autre, pour une raison ou pour une autre? Parce que des fois, c'est vrai que les petites salles nous marquent, des fois, c'est les grandes, mais... Moi, j'ai deux souvenirs forts. C'est le premier concert d'Elephants, qui était dans ce qu'on appelle un café-concert à Nantes. Ouais. C'était le premier. On était juste des types de MySpace qui avions créé une page, et c'était complètement blindé. Ça débordait dans la rue, et ça nous a envoyé un signal fort. Je pense que ça fait partie des choses qui nous ont décidé à faire cette histoire. Et en fait, la scène était minuscule. On avait un bassiste, un batteur. On se marchait tous sur les pieds. On avait les cymbales qui nous rentraient dans les hanches et tout. C'était très très drôle. Et une super énergie. Pas de fenêtre, beaucoup de sueur, c'est impérissable comme souvenir. Et ensuite, il y a La Cigale. Ouais. Je pense que c'est un de nos meilleurs souvenirs. Je sais pas si Max, tu vas en parler. Ouais, La Cigale, c'était... Donc c'est une scène à Paris, La Cigale. Oui. Ouais. Un théâtre à l'italienne avec un balcon, c'est magnifique. Il y avait autant de sueur, mais peut-être on était peut-être un peu moins serré sur scène. Et puis, plus rompu à l'exercice. Enfin, c'était vraiment chouette. Et d'ailleurs, j'avais pas mal d'amis évidemment qui étaient là, et ils m'en reparlent toujours avec émotion. Je pense que c'est la première fois qu'on avait une salle si grande. On est en 2013 à ce moment-là. Une salle si grande qui finit de chanter pour toi les chansons. Ça c'est un truc qu'on n'oublie jamais. Ouais. C'est en fait, comme ça, tu sais que tu es rentré dans le quotidien des gens, en fait. Ouais, exactement. Et c'est complètement fou, c'est complètement addictif, et c'est pour ça que on est si content de faire ce métier, quoi. Est-ce que vous avez des petites habitudes avant de monter sur scène? On s'échauffe la voix, et juste avant de monter sur scène, on se prend dans nos bras, on fait un hug en trio, puisqu'on est trois sur scène. Beaucoup de gingembre et de citron, Ouais. et de miel. Et une petite rasade de potion magique. Dans cet album, pour juste revenir encore un peu à l'album, vous parlez de la traversée difficile de la vie d'adulte. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? C'est quelque chose qui sort de vos tripes? Tu parlais de ça justement, Maxime, tout à l'heure. C'est-à-dire que cet album, il est né de ça. L'origine de cet album, c'est l'impression qu'on a parfois d'essayer de jouer aux adultes et de pas forcément y arriver très bien.
mais parce il faut bien grandir. Tout le monde n'a pas la chance d'être Peter Pan. Donc oui, c'est quelque chose qu'on éprouve puisque finalement ça a donné 13 chansons. Ouais, puis plus on vieillit et plus on voit qu'on n'a rien pigé. Et que je pense qu'à 23, 24 ans, c'est pas très très grave de rien avoir pigé. On fait de la musique et on s'en fout. Au bout d'un moment, ouais, la vie devient un concept un peu emberlificoté. En tout cas, comme le dit Maxime, on est toujours sûr de rien et ça rend parfois un peu fou. Donc c'est ça aussi qu'on exprime dans ce. On n'est toujours jamais sûr. Alors, du coup, dans cet album, on va rencontrer en tout cas vos vous adultes. Mais si vous pouviez parler à vos vous enfants, âgés, je sais pas, d'une petite dizaine d'années, vous leur diriez quoi? Je lui dirais que ça va aller. Je pense que je le rassurerais parce que le moi enfant était en fait on a habité à la campagne, un peu loin de tout. Et je pense qu'à nous mettre des chansons dans la tête, du dessin, beaucoup de finalement d'art et donc beaucoup d'émotions. J'ai eu extrêmement peur de m'ennuyer toute ma vie et de rester là un peu loin du monde et d'avoir une voix silencieuse. Il se trouve que ma voix est du coup maintenant enregistrée pour longtemps. Donc je le rassurerai là-dessus. Et toi, Maxime? Moi, je lui dirais réfléchis au placement immobilier. Au Bitcoin, putain. Ah ouais, voilà. Je lui dirais achète du Bitcoin. Ça existe pas? Ah oui, mince. Non, honnêtement, je sais même pas ce que je lui dirais. Je pense que... Et puis, je pense que si je lui dirais quelque chose, ça rentrerait par une oreille, ça sortirait par l'autre. Ouais. Je pense que j'étais un enfant assez... pas très poreux, quoi. J'étais pas j'essayais de me démener avec tout ce que je ressentais, mes propres émotions, et je pense que ça me saturait un peu l'esprit. Donc mais je lui dirais continuez comme ça, c'est super. On apprécie beaucoup ce que vous faites. Merci beaucoup Maxime, merci Jonathan d'avoir été avec moi et d'avoir parlé aussi facilement de vos débuts jusqu'à aujourd'hui parce que en fait quand même vous en avez fait du chemin et je crois qu'il est beau aussi de temps en temps de regarder en arrière pour voir le chemin parcouru. Ouais, merci beaucoup pour cette discussion. Donc je le rappelle, votre album Rien de personnel est disponible sur toutes les plateformes. Est-ce qu'il est aussi disponible en physique? On est en train de presser des vinyles, ouais. Bon, on attend. On est en train de presser des vinyles qui seront disponibles, je pense, sur les sites, sur commande et là où on passera. Ouais. Je vous propose de choisir et même d'annoncer avec quelle musique on se quitte. Je pense qu'on peut se quitter comme on a fait un chemin un petit peu en arrière. Je pense qu'on peut se quitter avec des adultes en sommeil, qui est finalement le premier titre de l'album et qui raconte qui fait un petit regard en arrière avec Voyou, Voyou qui était notre bassiste pendant 10 ans. Je trouve que c'est une chanson plutôt joyeuse, un peu nostalgique et elle nous ressemble bien. On l'écoute tout de suite. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Les mots dans le cœur, ça fait des mots dans des carnets. Des mots d'un stylo cassé. Un peu comme des bouts de scotch pour se réparer. Un kintsugi sur 2 pieds. Je voulais pas d'une vie sur place, mais une à emporter. Aussi loin que je pouvais. Et comme on se ressemblait, c'était facile d'inventer des histoires et des succès.
Restent les souvenirs de ce qu'on voulait devenir et l'envie qui nous porte de vivre un peu plus fort. Mais on reste les mêmes, des adultes en sommeil qui trouvent réconfort à vivre un peu plus fort. Passe par des villes, on croise de temps en temps des gens qui s'animent des mêmes choses et tentent de faire des choses ensemble. Des choses pour le cœur, des choses pour un jour aller voir ailleurs ce qui se passe autour, ce qui s'en passe autour. Et comme on se ressemblait, c'était facile d'inventer des histoires et des succès. Les choses changent, restent les souvenirs de ce qu'on voulait devenir et l'envie qui nous porte de vivre un peu plus fort. Mais on reste les mêmes, des adultes en sommeil qui trouvent réconfort à vivre un peu plus fort. Les choses changent, restent les souvenirs de ce qu'on voulait devenir et l'envie qui nous porte à vivre un peu plus fort.